Bonjour à tous et bienvenue dans le studio des experts où on va passer à peu près 1 heure à parler de l'actualité de la semaine avec des invités politiques mais aussi avec des experts. Et puis au menu, on va parler d'agression, de négociation, d'exaction. Attention. Alors nos experts, nos 4 experts, pour analyser et mettre sur le grill nos invités sont tout d'abord Nicolas De Decker, journaliste politique au vif, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Salma Awash, chroniqueuse au Lab, le Lab, bonjour. Bonjour. Emmanuel Foulon, chroniqueur et accessoirement collaborateur politique au Parlement européen, bonjour. Et Philippe Dereg, journaliste politique à Bruges, bonjour. Alors, au fédéral, on a essayé de tenter autre chose cette semaine. On a démarré, en tout cas. Le roi a demandé au boulanger, tout frais président du PS et bourgmestre de Charleroi en veilleuse, Paul Magnette, de se mettre au turbin pour relancer une coalition fédérale. Avec une nouvelle manière de travailler, apparemment, c'est ce qu'il a présenté à la presse. Reportage Thomas Destrey et Thierry Duboquet. Nous avons voulu chercher à définir d'abord quels seraient les partis autour de la table avant de savoir ce que nous allions faire ensemble. Et je crois que nous devons arriver à la conclusion que cette méthode ne fonctionne pas. 11 jours pour changer de méthode, la tâche est ardue pour Paul Magnette, nouvel informateur royal qui a confirmé sa volonté de rencontrer l'ensemble des partis politiques, y compris donc la NVA. Je vais donc utiliser le temps qui nous reste d'ici samedi soir, et tous les rendez-vous sont pris, pour voir l'ensemble de ces partis politiques et les interroger sur la question des priorités qu'ils considèrent essentielles pour l'avenir de notre pays, après avoir vu mes prédécesseurs aujourd'hui, et j'utiliserai la journée de dimanche pour tenter d'en faire une synthèse. S'il ne se dit pas surpris d'avoir été sollicité par le roi, Paul Magnette confirme qu'il ne reprendra pas tout de zéro et se basera sur ce qui a déjà été réalisé. Il est par contre bien décidé à faire bouger les choses. Et pour y arriver, le socialiste prévoit un plan en 3 points. Tout d'abord, identifier quels sont les objectifs prioritaires en concertation avec les différents partis. Des réunions bilatérales, voire multilatérales seront alors organisées avec les partis qui souhaitent collaborer. Ce qui devrait mener à la 3e et dernière phase, à savoir la rédaction d'un premier rapport que l'informateur remettra au roi le 18 novembre prochain. Je privilégie ce qui marche, ce qui permet de créer le plus de convergence et bien entendu ce qui répond à ce qui me paraît toujours aujourd'hui être les priorités de ce pays, c'est d'apporter une réponse à une crise sociale qui est là autant en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles, aux défis climatiques, à la situation budgétaire qui est très compliquée, à la croissance qui est en berne. Paul Magnette se dit d'ores et déjà prêt à poursuivre sa mission en fonction des résultats obtenus. Lui qui se dit d'un naturel optimiste a d'ailleurs terminé sa déclaration avec cette citation de Lao Tse : « Celui qui n'essaie pas ne se trompe qu'une fois ». Et il a aussi dit qu'il avait 2 à 3 chances sur 10 de réussir. Alors est-ce qu'il va réussir, Nicolas De Decker ? Je ne sais pas. En tout cas, ce dont on peut être sûr, c'est qu'il n'a pas intérêt à dire que ça va être facile et qu'il va faire ça en 2 coups de cuir à peau. Je pense que sur ce renversement de méthode, il y a des choses à dire, mais en particulier sur les cibles de ce renversement de méthode. D'abord, l'idée, c'est d'arriver à proposer des choses qui n'intéressent pas la NVA, de façon à ce que la NVA se retire d'elle-même des négociations, et puis surtout trouver des choses qui intéressent le VLD, qui est un peu la pierre d'angle, la pierre angulaire de tout système, en mettant la pression sur eux, d'abord médiatique, c'est sans doute pour ça qu'il a convoqué une conférence de presse très tôt dans la mission, et puis en rappelant quelque chose, mais sans le dire, c'est que le VLD, si il n'accepte pas d'aller avec le PS sans la NVA, il se retrouvera probablement dans l'opposition s'il y a un gouvernement PS-NVA. Parce que si les 2 grands partis francophones et flamands s'associent au Parlement fédéral, en réalité, ils n'ont pas besoin du VLD. Or, le VLD, depuis 5 mois, dit qu'il faut absolument que la NVA et le PS se parlent, il faut qu'ils aillent ensemble, et nous, on va rester avec la NVA. Et je pense qu'il y a un moment donné où cette question va brutalement être posée par Paul Magnette à Gwendoline Rutten, et ça va être posé comme ça, et c'est à ce moment-là qu'on verra si ça marche ou pas. Alors, est-ce que vous êtes optimiste, vous, Salma Awash ? Est-ce que vous croyez que Paul Magnette a plus de chances de réussir que les précédents ? Disons que sur l'effet d'annonce, c'est intéressant, puisqu'on retrouve certaines choses qu'on retrouve dans les règles de management les plus classiques, qui sont issues des stratégies de guerre, c'est ce qui fonctionne le plus. Et il y a déjà un truc qui est intéressant, vous l'avez relevé, c'est le fait qu'il gère les attentes en disant « c'est difficile ». Ça, c'est la première chose, c'est de ne pas placer la barre trop haut, parce qu'à ce moment-là, on remonte un peu trop d'attentes. Donc ça, pour le moment, c'est pas mal. Ensuite, il y a un mot qui est très important, c'est ce qu'on appelle la confluence
différent, c'est-à-dire lui se dit, moi je veux voir un peu comment tous les bateaux peuvent converger pour avancer ensemble dans la même direction, et puis ensuite on verra comment. Donc ça c'est assez intelligent aussi, en tout cas dans la façon de faire. Et c'est une opportunité que je trouve intéressante pour lui, donc à voir un peu comment il va transformer l'essai. Mais sur le fond, je ne suis pas sûre qu'il y ait un vrai changement, quoi. Donc on a un effet d'annonce qui est intéressant, et ça aurait été bien de saisir l'opportunité de faire vraiment autrement. Il a l'air différent, il a l'air différent de ceux qui ont essayé, il a une autre philosophie, un autre âge. Mais sur le fond, ça n'a pas l'air différent. Sur le fond, je ne suis pas sûre. Voilà. Emmanuel Foulon. Ce que je sais en tout cas, c'est que concilier le PS et la NVA, c'est aussi difficile que concilier l'eau et le feu. Pour moi, ils sont au moins aussi séparés, si pas plus distants l'un que l'autre, que ne l'est le MR avec le PTB. Vous aviez la NVA qui arrivait à la table des négociations et qui demandait, qui venait avec des thèses séparatistes, avec une remise en question institutionnelle de l'État, avec la scission de la sécurité sociale, la scission des soins de santé, la scission des allocations de chômage, finalement tout ce qui fait l'ADN, du PS. Donc bien sûr que c'était pas possible. Après, moi, ce qui m'énerve, c'est ce que j'ai entendu cette semaine, entre autres de la part de l'ancien Premier ministre, qui dit oui, mais vous êtes trop attaché au programme. Mais bon sang, ça fait 4 mois qu'on a voté, demandé à ce qu'on quitte, ce qui a été proposé dans le programme. C'est complètement fou. Vous pouvez pas retourner chez vos électeurs, que ce soit du côté du PS ou du côté de la NVA, et leur dire ouais, finalement, ce qu'on vous a promis il y a 4 mois, c'était n'importe quoi, on veut monter au pouvoir et finalement, on va pas le faire. Ça n'a aucun sens. Et puis j'entends aussi parler de l'intérêt supérieur d'un pays. Mais ok, je suis totalement d'accord, parce que la Belgique, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais l'intérêt supérieur du pays avec la NVA, alors que la NVA veut détruire le pays, ça n'a aucun sens. Alors, il y a quand même 2 solutions. Un, c'est évidemment contourner la NVA et faire un gouvernement sans la NVA. Et surtout pour ceux qui aiment bien la Belgique, ça peut être assez intéressant. Et sinon, c'est pas grave. Si vous avez tellement aimé les 5 dernières années de MRNVA, alors on contourne le PS et on fait un gouvernement. Ce qui est important, en tout cas, c'est qu'on trouve une solution. Il n'y a pas de majorité pour ce gouvernement-là. Qu'on trouve une solution assez rapide quand même, parce que sinon, je pense que les gens sont quand même fatigués de cette situation. Mais il faut quand même un deal trouvé assez vite, mais qui soit un bon deal, plutôt qu'un deal immédiat qui soit un mauvais deal. Philippe de Reyck. Oui, moi je rejoins Emmanuel dans le sens où, oui, et les citoyens dans tout ça, on attend le gouvernement, un nouveau gouvernement, il y a des annonces, Nicolas le disait, voilà, une partie des négociations se fait aussi dans la presse. Et donc là, toutes ces négociations, pour nous les journalistes, c'est amusant de les suivre. En tant que citoyen, c'est moins drôle. Alors peut-être si effectivement les négociations se font dans la presse, pourquoi pas de la part de la presse dire stop, ok, on ne couvre plus les négociations, téléphonez-nous le jour où vous avez un gouvernement. Je me demande dans quelle mesure les négociations vont peut-être pas aller plus vite et plus fluide, parce que les jeux politiques se font ici dans la presse. Et donc voilà, peut-être une proposition à nos collègues, dire écoutez, voilà, arrête. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos invités politiques en tout cas. Et avec nous aujourd'hui, 2 députés fédéraux, Georges Dalmagne, député fédéral CDH, bonjour, et Séverine Delavelay, députée fédérale écolo. Bonjour. C'est votre première dans les experts. Absolument. Parce que vous êtes député depuis le 26 mai, en fait. Voilà. Alors, on va commencer avec vous, Séverine Delavelay. Alors, vous avez entendu ce qu'a dit Paul Magnette, vous avez entendu ce que les experts ont analysé aussi. Vous, quelle est votre analyse? Est-ce que vous y croyez à ce nouveau tour d'essai de formation de coalition fédérale? Alors, nous, on croit en la Belgique, on croit à un projet qui peut mettre un maximum d'acteurs autour de la table. Donc, on a encore un espoir sérieux de voir M. Magnette aboutir dans son essai de fédérer autour d'un projet plutôt qu'autour de coalitions. Donc, on trouve que c'est intéressant le fait de vouloir mettre un maximum d'acteurs autour de la table et de parler de projets plutôt que d'essayer de mettre en place des pièces de puzzle qui n'ont pas l'air d'être si proches les unes des autres. Donc la stratégie nous paraît intéressante et en tout cas, nous, on est disposés de faire notre part dans cette stratégie. Mais moi, j'avais entendu, surtout du côté de la NVA, il y a plusieurs mois, qui disait il faut commencer par le projet, mettons-nous d'accord avec le PS sur un projet et après, on trouvera des solutions. C'est pas si nouveau, finalement, de parler de projet. Non, mais c'est une chose de le dire et c'est une chose de le faire. Et donc, le coquelicot, c'était aussi le projet avant la coalition.
Donc ça a été tenté, effectivement, au niveau wallon. Maintenant, on a vu que les écologistes, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, ont pris leurs responsabilités. Quand il a fallu parler de projets, ont été aussi loin qu'ils ont pu, avec les différents partenaires, ils ont abouti à des projets de majorité qui sont forts et qui sont pleins d'espoir pour ces deux régions. Donc nous, c'est la posture qu'on veut prendre au fédéral aussi. Alors, et on est prêt à discuter projets et on est prêt à mettre les choses sur la table et à être très clair sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Mais maintenant, il faut y aller. C'est urgent. Alors, est-ce que c'est urgent au point que maintenant le CDH est prêt apparemment à parler de majorité et de coalition? On a vu le discours du président Prévost un petit peu évoluer là-dessus. C'est plus le tout à l'opposition. Non, ce que nous avons toujours dit, c'est que nous étions du côté de la solution et pas du côté des problèmes. Vous savez que nous n'avons pas gagné les élections, donc nous avons souhaité ne pas rentrer dans des gouvernements parce qu'il fallait effectivement tenir compte de ce signal de l'électeur. En même temps, on a toujours dit, sur les grandes questions, sur les grands projets, si nous pouvons aider, si nos voix sont importantes, eh bien nous serons là, nous serons au rendez-vous, et c'est ce que nous avons répété. Et donc c'est vrai qu'on entend un Magnette nouveau qui arrive, le Magnette 2.0, qui est très différent de celui qu'on avait entendu encore le week-end dernier, qui parlait plutôt par slogan. Aujourd'hui, il souhaite aller dans ce qu'il appelle lui-même des convergences, dans des projets. Nous, on s'inscrit tout à fait dans cette idée-là. Je pense qu'il y a des questions très importantes qui méritent des réponses rapidement, et je crois qu'il faut essayer d'être tous autour de la table pour trouver des solutions à ces problèmes. On sent, Nicolas, qu'il y a une espèce de bonne volonté comme ça. Mais il faut encore faire une coalition. Je suis d'accord avec M. Dalman pour dire que c'est un Magnette 2.0 qui en une douzaine d'heures, je pense, a complètement changé de propos. Ouais. Mais je ne pense pas qu'il soit passé d'une dynamique de slogan à une dynamique de fond. Ici, d'ailleurs, je veux dire, la temporalité démontre qu'on ne pourra pas aller profondément dans les discussions programmatiques. Ça, hein. Je pense qu'il rencontre aujourd'hui déjà des membres des familles politiques. C'est intéressant de savoir qu'il les voit par famille, à l'exception de celle de M. Dalmagne, plutôt que par parti. Oui. Et donc ça, c'est une façon de mettre de la pression sur les partis que l'on veut convaincre, VLD et CDNV. Et puis, toujours sur cette question du fond, quand il dit on va en négocier 4 ou 5, l'idée c'est évidemment de donner des petits, du gâteau à chacun. Oui. Et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait de fortes propositions sur l'agenda climatique, de fortes propositions sur le soutien aux PME, certaines défiscalisations et d'allongement de baisse de cotisations sociales pour les libéraux. La question qui se pose toujours quand c'est quelqu'un qui mène la négociation et qu'il vient de quelque part, c'est est-ce qu'il y aura encore vraiment beaucoup de choses pour les socialistes? Philippe de Rey, côté néerlandophone, est-ce qu'on y croit? On a vu que du côté du VLD, il y avait quand même quelques voix qui disaient oui, c'est quand même peut-être pas mal un arc-en-ciel, notamment du côté de Gand. Oui, tout à fait. Matthias de Klerk et la sortie de Matthias de Klerk ne surprend personne, puisque c'est le petit-fils de Willy de Klerk qui est le père politique de Guy Verhofstadt, qui avait fait un gouvernement avec les Verts à l'époque. Et donc c'est là que Matthias de Klerk en a profité de dire tiens, voilà, essayons-le. Mais il est assez seul au sein de son parti quand même. Oui. Et du côté bruxellois, flamand, comment ça se passe? Est-ce que là, il y a une vision? Parce que dans le gouvernement bruxellois, il y a quand même Groen, Écolo et le VLD. Oui, mais les Open VLD bruxellois, ce n'est pas les Open VLD au fédéral ni en Flandre. Ouais. Séverine de Lavelay, vous voyez dans un projet commun avec l'Open VLD? Mais quand vous les entendez à la Chambre, vous vous dites oui, c'est des gens avec qui on pourrait travailler facilement? Alors, facilement, c'est jamais facile de travailler dans des larges coalitions. Mais travailler, oui, bien sûr. Il y a des points de convergence avec l'Open VLD, comme il peut y avoir avec l'EMR. On a prouvé qu'on était capable de le faire à Bruxelles. On a prouvé qu'on était capable de le faire en Wallonie. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le faire au niveau fédéral. Alors dire que ça sera facile, non. Mais il n'y a pas le choix. Et quand il n'y a pas le choix, il faut se montrer à la hauteur des défis qui sont les nôtres, et donc on est tout à fait disposé à discuter et pas faire semblant de discuter. Ça, c'est peut-être la chose qui est très importante pour nous, c'est que maintenant que M. Magnette a la main, si on s'assied autour de la table, c'est vraiment pour discuter et travailler. Oui, donc on a vraiment envie de faire réussir pour le Magnette. Moi, c'est ça que j'entends dans ce que vous dites. Je crois que mon sentiment, c'est que lui-même n'a pas envie d'échouer.
il est quand même président de parti. Donc quand il dit 3 chances sur 10, c'est de la com, il est seul à la manœuvre, c'est la première fois qu'on a un informateur plutôt que 2. Il a donc une responsabilité, il a changé effectivement de ton, et ce que je disais tout à l'heure, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que véritablement aujourd'hui, alors qu'hier il disait on n'a rien à se dire, aujourd'hui il dit si, il faut qu'on s'écoute. Donc c'est quand même un changement très important. Et moi j'ai quand même dans mon métier, puisque je m'occupe beaucoup de questions internationales, je vois beaucoup l'étranger, je vois à quel point on a vite tendance à penser qu'on n'a rien à se dire les uns et les autres ici en Belgique, alors que finalement on partage encore quand même un patrimoine, on partage quand même encore un ADN qui est quand même, par exemple, l'état de droit, ça n'a l'air de rien, mais il est bafoué dans toute une série de pays par rapport à toute une série de balises par rapport auxquelles il y a un intéressant, c'est là où ça fâche. Alors, quand même, évidemment, mais attention à cela, parce que les populistes sont partout aujourd'hui, et je pense qu'il faut quand même faire attention à pouvoir distinguer les populistes des démocrates, et entre démocrates, de pouvoir se parler un peu mieux et un peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui, et s'écouter. Et je crois que sur des questions, par exemple, une des questions centrales qu'on va devoir aborder, c'est la protection de notre sécurité sociale. Voilà, ça c'est un des fondements de notre démocratie. Comment est-ce que demain on va soigner les gens? Comment est-ce que demain on va payer les pensions des personnes? Est-ce qu'il y a moyen de se mettre d'accord avec tous ces partis? Je pense que par exemple, il faut mettre cela sur la table. Il y a des propositions des uns et des autres et vérifier comment est-ce qu'on va pouvoir converger pour essayer de faire aboutir un dossier comme celui-là. Salma Awash. Ce qui m'ennuie un petit peu dans la notion de convergence, tout à l'heure j'ai parlé de confluence, c'est que j'ai l'impression qu'elle est un peu réduite, c'est-à-dire que si on a, 10 points de programme et que finalement la convergence elle est que sur 3 points, ça veut dire qu'on va faire avancer que 3 points. Et donc du coup ça me donne l'impression, si je dois faire un peu de maths là tout de suite, que le dénominateur commun il n'est pas très élevé. Est-ce que je me trompe ? Oui, Séverine Delavelay, puis Georges Dalmagne. D'où l'enjeu de bien discuter les points qui seront communs. Donc on ne peut pas faire l'impasse de l'enjeu climatique, de l'enjeu environnemental, de l'enjeu de la sécurité sociale, de l'enjeu de la justice sociale au sens large. Et donc c'est bien à partir de ces points-là qu'il faut... Oui, mais est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que ce sont ces points-là? Ça, je n'arrive pas vraiment avec les partis qui sont ouverts à un arc-en-ciel ou un parsgroen, comme on dit chez nos collègues néerlandophones, on peut discuter au moins de ces points-là et commencer à trouver les convergences dans ces enveloppes-là. Georges Dalmagne. Mais je pense qu'il faut concevoir ça comme étant peut-être une fusée à 2 étages, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes très, très importants, fondamentaux, sur lesquels il faut essayer d'avoir une assise la plus large possible au Parlement, et c'est ce que nous avons dit. Nous pouvons contribuer sur les questions climatiques, sur les questions sociales, sur les questions de justice, par exemple, d'autres questions fondamentales, à renforcer une majorité. Et puis il y aura des questions qui sont peut-être moins fondamentales, mais sur lesquelles une majorité peut-être plus courte pourra avancer avec de temps en temps l'aide du Parlement. Je pense que ça se passe dans beaucoup de pays européens. Il y a 12 pays européens aujourd'hui où il y a des gouvernements qui n'ont pas nécessairement une majorité au niveau du Parlement. C'est le cas en Belgique. C'est le cas en Belgique. On peut avancer à la fois avoir un pilotage clair, parce que c'est ce qui manque aujourd'hui, sur les enjeux importants. Un pilotage clair et à long terme. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, je crois que c'est ça. Est-ce qu'on est tous d'accord sur les enjeux qui sont aujourd'hui importants dans le premier étage de la fusée? C'est ça la discussion qui commence. C'est la discussion qui commence. Paul Magnette va avoir déjà toute une série de rendez-vous ce week-end. Il a déjà, je pense, donné rendez-vous même. Voilà. Donc, donc, ça va être la discussion à court terme. Quels sont les sujets sur lesquels... Mais si dans la seconde... dans le second étage de la fusée, il y a par exemple l'avortement. Là, tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Le CDH n'est pas spécialement d'accord avec ce que prépare une majorité alternative. Alors d'abord, déjà aujourd'hui, le Parlement a une certaine liberté d'action sur toute une série de sujets qui nécessitent... Donc c'est des sujets qu'il faut mettre de côté d'un accord gouvernemental. Peuvent effectivement être traités en dehors d'un exécutif en fonction d'une discussion qui a lieu au Parlement. Je crois que ce qui est important, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est que sur les grands sujets graves, importants, qui concernent les 10, 20, 30 prochaines années, nous ayons un pilotage qui soit clair. C'est là-dessus que c'est important. Nicolas Dedecker, pour conclure sur ce chapitre. Sur ces questions dites éthiques, il y a pour l'instant une proposition de loi sur la dépénalisation totale de l'avortement. Et ce que j'entendais dans le couloir de la Chambre cette semaine, c'était de se dire on va vite le voter ou ne jamais le voter, mais comme ça, après, on pourra avoir la famille démocrate chrétienne plus facilement dans l'attelage. Et alors, sur les parce que Paul Magnette constitue une majorité aussi, il l'a dit. Moi, mon objectif, c'est d'avoir très vite 70, 75, 80 parlementaires qui soutiendraient ce programme en 4-5 axes. Et donc, y compris 70, c'est pas la majorité, il en faut 76. Ouais. Et donc, chaque siège de député compte. C'est pour ça qu'il a cité DFI avec ses deux députés et le CDH avec ses 5 députés. Alors moi, ce que je voudrais savoir de M. Dalmagne, c'est précisément sur quel
quelle serait une proposition pour laquelle vous diriez ok, alors ça on y va? Est-ce que ce serait, et dont on pourrait dire les spécifiquement CDH, est-ce que ce serait par exemple le refinancement de la justice, qui était une de vos revendications fortes en campagne, ou... C'est un très bon exemple. On sait que dans un état de droit, il faut pouvoir avoir une justice qui fonctionne. On sait à quel point aujourd'hui on parlera... Donc vous êtes d'accord là-dessus? On parlera tout à l'heure des féminicides et de la violence à l'égard des femmes. On sait que c'est un grave enjeu. Si on a le temps. Si on n'est pas trop long ici. Répondez rapidement. Il a dit oui. Vous avez dit oui. Voilà. Et du côté d'écolo, est-ce que par exemple ce refinancement de la justice, c'est quelque chose qui peut se trouver dans les points centraux? Bien sûr, ça doit se trouver dans les points centraux, mais voilà, pour les écologistes, on sait, il y a la justice sociale, préserver la sécurité sociale et le climat. Oui. Eh bien voilà, vous êtes d'accord déjà sur ces enjeux-là. Merci Nicolas de Decker. Je crois que Paul Magnette doit déjà se frotter les mains de ce bon accord obtenu ici dans les experts. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. Georges d'Allemagne a essayé de le spoiler. Non, c'est pas celui-là. On va parler d'un autre d'abord. On va d'abord... Si. Je me trompe, moi. Alors, début de semaine, le viol d'une étudiante à la sortie de la salle GEFC de l'ULB par un faux taxi collecto a suscité beaucoup d'émotions. Du coup, des témoins agressés ont décidé de porter plainte et c'est le cas d'Ilona Swen, cette autre étudiante de l'ULB que Zoé Misson et Charles Carpro ont rencontré. Quand je croise un homme en rue, ça m'effraie et je le considère comme un potentiel violeur, mais je ne dois pas laisser cette agression déterminer tout le reste de ma vie. C'est la première fois qu'Ilona revient sur les lieux de son agression. Malgré le traumatisme, elle a trouvé le courage de nous en parler. Voilà, ça s'est passé genre ici. Lundi matin, 7h30, alors qu'elle est en train de courir au parc du Cinquantenaire, un homme se jette sur elle. Il me bloque pour que je puisse plus bouger. Il essaye de mettre sa main sur ma bouche, mais... Moi, j'ai vraiment j'ai directement compris ce qui allait se passer si je me laissais faire. Et donc, je me suis dit, si maintenant tu te laisses faire, ta vie va être détruite. Donc, tu dois crier, tu dois bouger, tu ne peux pas le laisser te violer. Et du coup, j'ai vraiment, je me débattais comme une furie, je lui donnais des coups de pied. Je n'ai pas essayé de le mordre parce que je me suis dit, on ne sait jamais qu'après, il me frappe. Mais vraiment, je hurlais. Et ça a duré quand même plusieurs secondes. Il a quand même réussi à mettre sa main dans mon pantalon. Il a essayé d'enlever mon jogging, mais j'avais fait un lacet super serré de base, donc il n'a pas réussi à l'enlever complètement. Une réaction instinctive qui lui a permis d'éviter un viol. Victime d'une agression sexuelle, elle s'est rendue à la police pour porter plainte. Ça, c'était moi ce qui me faisait le plus peur, vu que je sais qu'il y a déjà eu des cas où la police ne prenait pas bien en charge justement les agressions sexuelles, où la femme n'était pas prise au sérieux, ou si par exemple elle rentrait de soirée, on allait lui dire vous êtes habillée comme ça, vous avez bu. Donc moi c'était vraiment ce qui m'inquiétait le plus. Et au final, l'agent qui s'est occupé de moi était spécialisé pour traiter les agressions sexuelles et il a été vraiment super professionnel. Et donc ça m'a vraiment fait du bien. La jeune femme encourage les victimes, comme elle, à témoigner et dénoncer ces agressions. C'est en parlant qu'on va rendre ce genre d'agression encore plus visible et qu'on va se rendre compte de l'importance de les traiter de façon plus effective. Une mauvaise rencontre qui ne la fera pas sombrer dans la psychose. Salma Awash, c'est important d'avoir des témoignages comme ça, parce qu'on n'entend pas souvent des femmes qui disent il faut absolument porter plainte et le dire. Elle a tout mis sur Instagram et sur les réseaux sociaux. C'est ultra courageux parce que c'est très difficile de l'exprimer. D'abord, il y a la honte. C'est terrible parce qu'on a l'impression d'avoir été souillé. Donc du coup, exposer sa, entre guillemets, souillure, c'est-à-dire c'est une agression, c'est un sanctuaire qu'on viole, quelque part, que ce soit fait ou pas, c'est très difficile. Et donc, je salue vraiment le courage de cette jeune fille. Il y a autre chose aussi sur lequel on n'estime pas vraiment, on sous-estime, on dirait, en tout cas cet impact, c'est que, en fait, que l'agression ait eu lieu ou pas, jusqu'au bout ou pas, donc l'agression a eu lieu, mais qu'elle ait été jusqu'au bout, jusqu'au viol ou pas, dans la tête de la personne et dans son psycho, c'est la même chose. C'est-à-dire que le cerveau a été jusqu'au bout et il a imaginé le pire. Et donc, corporellement, il n'a pas été jusqu'au bout, mais elle a vécu. Donc, c'est très important de s'en rendre compte parce qu'on sous-estime alors la prise en charge qu'il faut et la psychose dans laquelle la personne peut sombrer. Donc, ce que j'entends de cette jeune fille, c'est qu'elle lutte pour ne pas sombrer. Donc ça veut dire que l'instinct premier, c'est de s'effondrer et de ne plus faire confiance et de même pas aller en parler.
Donc pour cette jeune fille qui a parlé, on en parle tout le temps, combien n'ont pas parlé Et ce qui est bien, c'est que son message à elle, c'est de dire « j'ai été parlé ». Et c'est bien, parce que souvent, ce qu'on entend, c'est on n'est pas bien reçu. Oui, mais elle a eu de la chance et c'est génial. Ça veut dire qu'il faut accorder le bénéfice du doute. Mais pourquoi pas alors utiliser le cas, aller rechercher les éléments qui ont fait que son expérience à elle a été bien reçue. Donc son expérience après a été positive, pour autant qu'une expérience pareille puisse être positive dans ces cas-là. Et alors aller former ensuite tous ceux qui peuvent recevoir dans ce genre de cas. Parce que moi, je n'arrive pas très bien à comprendre. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, elle a été bien reçue par rapport... On sent qu'il a été... En fait, elle était reçue dans le centre spécialisé 340 rue Haute, qui est vraiment fait pour ça, pour recevoir les victimes d'agressions sexuelles. Elle était envoyée par l'hôpital là-bas. Voilà. Georges Dalmagne, est-ce qu'au niveau juridique, est-ce qu'il y a des choses, des lois à faire avancer pour lutter contre ces viols, ces agressions sexuelles, ces féminicides? Qu'est-ce que vous proposez? Oui, d'abord, il faut que les lois soient appliquées. Aujourd'hui, on sait que 70% des femmes qui déposent plainte, leur plainte est classée sans suite. Donc ça, c'est absolument scandaleux. Il y a eu un procureur du roi à Liège qui a décidé en 2004 de changer la donne et ça a eu un impact très important à Liège. Elle a dit j'en fais une priorité. Donc il faut arrêter de classer sans suite ces plaintes. Il faut en faire une grande cause nationale, je trouve. Parce que ce qui est absolument scandaleux et honteux, c'est que la Belgique est un des pays les pires en Europe sur cette question des violences aux femmes. Et donc, toutes les 10 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. C'est insupportable. Donc, il faut en faire une grande cause. On en est à 21 en Belgique. Pour 2019, donc c'est le chiffre. Et donc, on doit absolument arrêter ce cycle infernal. Donc, il faut appliquer les lois. Il en faut d'autres. Et notamment, notre collègue Vanessa Matz au CDH vient de déposer, ça a été pris en considération en urgence et donc on va pouvoir débattre de cette loi, de cette proposition de loi très rapidement sur la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement. Donc quand un conjoint est connu comme étant violent ou qu'une personne est connue comme étant violente à l'égard d'une femme, c'est de faire en sorte qu'effectivement il ne puisse plus l'approcher. Ce dispositif existe déjà dans certains pays européens, notamment en Espagne, et il a démontré son efficacité. Mais je pense qu'au-delà de cela, il faut effectivement refaire un grand plan stratégique sur ces violences au niveau belge. Il y en a eu de précédents, mais qui n'ont pas été suffisamment concrets. Donc en faire une cause nationale. En faire une cause nationale. Alors Séverine Delavelay, de votre côté, vous êtes sur la même longueur d'onde ou vous voulez aller encore plus loin? Je pense qu'il y a quand même un consensus pour le fait de dire qu'on vit des situations qui sont épouvantables. On parle de 21 féminicides à l'heure d'aujourd'hui. Ça veut dire que d'ici la fin de l'année, à Politique Inchangée, on aura 4 femmes en plus tuées par leurs compagnons ou leurs ex-compagnons. On a l'exemple des jeunes femmes, moins jeunes femmes violées dans l'espace public ou dans l'espace privé. C'est un cauchemar et il faut que ça arrête. Alors la Belgique avait choisi de ratifier la Convention d'Istanbul en 2016 et depuis il y a un plan d'action national qui a été concocté. Il est clair pour nous que ce plan d'action ne va pas assez loin. Ça a été dénoncé par les associations qui travaillent sur le terrain avec les femmes qui subissent des violences domestiques et sexuelles. Et donc il y a un problème tant d'information et de formation des équipes de première ligne. On parle des équipes de police qui sont censées accueillir et accompagner les femmes. Ces formations ne sont toujours pas obligatoires. Elles restent d'accès libre, ce n'est pas possible. Et puis après, il y a les centres de prise en charge. Ils ne sont pas suffisants. Et puis après, on a un dispositif législatif qui est un petit peu éparse, qui mériterait d'être rationalisé et avec une ligne rouge un petit peu plus nette. Et donc, nous, on ne peut que constater que ce n'est toujours pas une priorité nationale, la prise en charge des violences. Ça pourrait être un élément qui pourrait se retrouver dans un plan ou dans les objectifs du futur gouvernement. Dans le cadre du financement de la justice dont on parlait tout à l'heure. Parce que cela nécessite des moyens, bien évidemment. Donc, au niveau de la police et au niveau des magistrats et des avocats. Salma Aouache. Vous avez dit quelque chose qui m'a fait réagir. Vous avez dit qu'il faut arrêter de classer sans suite. Est-ce qu'on peut imaginer, autant que pour certaines choses, il faut prouver l'innocence, qu'ici, en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est une affaire qui existe tant qu'on n'a pas prouvé l'innocence. Alors que j'ai l'impression que c'est le contraire. L'affaire n'existe pas tant qu'on n'a pas prouvé la culpabilité. On peut aller, voilà, c'est un extrême, mais
Séverine Delavelay ? Oui, juste une seconde, c'est qu'il y a cette dimension-là, mais il y a aussi la dimension de... On remet souvent la famille au cœur du problème. Et donc, on entend beaucoup de témoignages de femmes qui reviennent d'avoir été portées plainte et on dit « Mais madame, vos enfants, madame, votre famille, comment allez-vous faire ?» On a encore entendu des témoignages difficiles, mais de toute façon, vous n'avez pas les moyens de déménager. Et donc, il y a un moment où le problème, il est vraiment systémique. Il va falloir accompagner les femmes pour qu'elles puissent sortir des fragments dans lesquels elles sont. C'est pas que la police et la justice, vous voulez dire, c'est en fait toute l'organisation autour. Toute l'organisation de la société. Je crois qu'il y a un dispositif qui permettrait d'augmenter dans le nombre de plaintes qui sont d'abord déposées, parce que vous l'avez dit à juste titre tout à l'heure, beaucoup de femmes ne déposent pas plainte. Il n'existe en Belgique que 3 hôpitaux où donc ces femmes sont traitées et prises en charge de manière pluridisciplinaire, avec y compris la possibilité de déposer plainte. C'est Gand, c'est le CHU Saint-Pierre à Bruxelles et c'est le CHU de Liège. Je pense que ce type de dispositif devrait être élargi, parce que pour une femme qui d'abord est hospitalisée, puis qui doit après se rendre dans un poste de police, et puis qui doit rentrer dans sa famille, c'est évidemment impossible ou extrêmement difficile, comme vous l'avez souligné. Et donc effectivement, des centres pluridisciplinaires, avec y compris possibilité de déposer plainte dans ces hôpitaux, je pense que c'est un dispositif qui pourrait être élargi. Encore un mot à Emmanuel Foulon. Oui, juste pour aborder un autre angle, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est quelque chose que je vous invite à aller voir, c'est le témoignage d'Adèle Hanel le week-end passé. L'actrice, elle se plaint parce qu'elle a été agressée sexuellement pendant 3 ans, d'harcèlement, de viol par le réalisateur Christophe Ruggia. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a eu plus de 30 témoignages qui ont corroboré son témoignage à elle. Donc ça veut dire aussi c'est d'une co-responsabilité, qu'il faut sensibiliser l'entourage aussi pour la soutenir, évidemment, pour l'aider à porter plainte, parce que cette situation est dingue, dégueulasse, et puis, enfin, je sais pas, moi je trouve ça fou. Quand on dit non, quand une femme dit non, c'est non. Qui que ce soit qui dise non, c'est non. Et si moi je dis non et que tu entends oui, mais tu te fais soigner, c'est tout. On va clôturer là-dessus, parce que je crois qu'on pourrait faire toute l'émission, on y reviendra certainement, surtout s'il y a des nouveaux projets de loi qui sont déposés. Je vous propose de passer à notre galerie de portraits de personnalités, nos têtes d'affiche, qui ont fait l'actualité de la semaine, et je vais vous demander de choisir celui qui vous inspire en bien ou en mal. Et on va commencer par vous, Georges d'Allemagne. Je vais vous proposer tout d'abord Marie Laforêt, actrice et chanteuse, décédée à 80 ans le week-end dernier. Mark Philipson, l'extraverti, qui fête les 30 ans de sa librairie Filigrane, Zwangerugui, le rappeur bruxellaire de l'année, ou Georges Guttelmann, décédé début de semaine, qui avait sauvé 8000 falachas grâce aux avions de sa compagnie aérienne TEA. Alors, Marie Laforêt, Mark Philipson, Zwangerugui ou Georges Guttelmann ? Marie Laforêt. Oui, et pourquoi ? J'aimais beaucoup une certaine légèreté, une certaine douceur dans ses chansons, et c'est vrai qu'on l'entend plus beaucoup, mais je trouve que voilà, c'était quelqu'un qui apportait de la douceur et de la fraîcheur. Alors vous, Séverine Delavelay, je vous en propose 4 autres. Tout d'abord, Jenny et Anaé, les danseuses les plus buzzées du moment, les voilà. Ou alors Jacob Maï, le très rigoriste prof de religion condamné pour fait de mœurs. Guillaume Gillard, le chef du Barn, désigné jeune chef de l'année par Go et Millot, ou Amélie Nothomb, la romancière qui a raté pour la 3e fois le sacre du Goncourt. Alors Jenny et Anaé, Jacob Maï, Guillaume Gillard ou Amélie Nothomb, qui choisissez-vous ? J'hésite entre Amélie Nothomb et Jenny et Danaé. Je vais prendre Jenny et Danaé. C'est Anaé. Anaé, pardon. Anaé. Oui. Je ne connais pas très bien le travail de cette enseignante de danse qui a... Alors c'est de l'Afro House. Oui. Donc forcément maintenant je connais, mais elle représente tellement bien ce que les jeunes femmes essayent de faire aujourd'hui en termes d'émancipation, de porter une lecture culturelle et émancipatrice dans le champ culturel et politique aujourd'hui, que ça donne de l'espoir, ça donne en plus un petit grain de folie et de détermination, et donc elles sont très inspirantes. Et alors oui, cette Afro, je me suis renseigné, ça vient un peu de danse angolaise en fait, et elle a créé une école d'Afro qui se trouve
à Saint-Josse. D'ailleurs, il y a un reportage dans notre journal de 18h là-dessus. Alors, je vais vous demander maintenant des infos de la semaine, savoir un petit peu sur ces infos-là, ce qui vous a ravi, ce qui vous a énervé. Voilà, vous en choisissez une chacun. Tout d'abord, Twitter qui refuse la pub politique sur son réseau. 40% des sans-abri qui sont des femmes, d'après les derniers chiffres. Il y a 30 ans, le mur de Berlin chutait, jour pour jour, ou Brussels Airlines qui est en pleine transformation, ou enfin le dernier banc contact de Neder-Overenbeek qui va disparaître. Il y a de moins en moins de bancs contact dans la région. Alors, parmi ces 5 infos, quelle est celle qui vous ravit ou qui vous énerve, Séverine de Lavelay ? Parce qu'il faut en choisir une. Hein. Oui. Le sans-abrisme qui concerne 40% de femmes. Le taux de sans-abri à Bruxelles a explosé sur les 5 dernières années. En soi, c'est une information extrêmement préoccupante. Les besoins en termes d'accueil et d'accompagnement psychosocial de ces personnes est énorme et nécessite une réponse politique majeure. Le fait que 40% soient des femmes, c'est nouveau et ça doit nous interpeller à plus d'un titre, notamment parce que la sécurité des femmes dans l'espace public est telle qu'elles subissent une double peine, celle d'être à la rue et d'être une femme à la rue. On sait qu'en termes d'hygiène et de sécurité, elles vivent un cauchemar encore plus grand, si c'est possible, que celui des hommes. Donc il faut une réponse pour toutes les personnes sans abri, mais des réponses spécifiques pour les femmes en termes d'accueil. Et qui souvent se cachent d'ailleurs. Georges d'Allemagne, vous, qu'est-ce que vous choisissez parmi les 4 infos qui restent ? Mais le mur de Berlin, je trouve, je m'en souviens très bien, c'était une époque tellement enthousiasmante, tellement euphorique. C'était il y a 30 ans, non ? C'était il y a 30 ans. Que faisiez-vous il y a 30 ans ? J'étais au cinquantenaire, je pense qu'il y avait un rassemblement au cinquantenaire et j'étais très ému. Marie Laforêt. Je ne sais pas si Marie Laforêt était là, mais elle aurait pu être là. Mais c'était une période où on avait énormément d'espoir, on avait énormément d'enthousiasme par rapport à l'avenir, les murs s'effondraient, les gens se retrouvaient, se rassemblaient, l'Europe se réconciliait avec elle-même. Pour ces peuples-là, c'était enfin la fin de la guerre, parce que pour nous, elle s'était arrêtée en 1945, mais pour eux, elle s'arrêtait à ce moment-là. Et on était dans une période où vraiment le monde entier se saisissait de toute une série de grandes thématiques, les thématiques relatives aux femmes, à l'environnement, aux thématiques. Il y avait toute une série de grandes thématiques sur lesquelles enfin les peuples, les gens se parlaient et construisaient un monde meilleur. Et ça a été véritablement une période extrêmement enthousiasmante. Et moi, j'étais Médecins sans frontières à cette époque-là, et je me souviens que nous avons reçu des médecins russes à Médecins sans frontières qui étaient ici à Molenbeek, et c'était fascinant. On en avait les uns et les autres les larmes aux yeux de pouvoir se parler et de pouvoir travailler ensemble sur des enjeux, par exemple la pauvreté, par exemple effectivement l'accès aux soins. C'était juste un monde qui tout à coup sortait de la pénombre et tout à coup sortait de la division. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui on doit se souvenir de cet espoir. Aujourd'hui on est dans un monde où il y a surtout les peurs qui s'expriment, et j'aimerais qu'on puisse en revenir à cet espoir formidable. Le mur qui s'écroulait, et aujourd'hui on a l'impression que les murs se construisent. Oui. Et vous, Séverine Lavelay, que faisiez-vous il y a 30 ans ? Alors, comme ça, je vous donne une petite information sur ma vie privée. Le jour où le mur de Berlin s'est écroulé, c'était le jour de mes 13 ans. Oui. Alors ça, c'était quand même significatif. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une euphorie énorme qui était liée à mon anniversaire. Mais je pense que même déjà à l'époque, je me rendais compte que c'était la même période que la place Tiananmen, qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau géostratégique qui était majeur. C'était la fin de tensions entre un bloc de l'Ouest et un bloc de l'Est, mais on sentait aussi, et en tout cas dans mon environnement familial, que c'était peut-être un moment déterminant sur la mondialisation d'un système capitaliste néolibéral dont il ne fallait pas que se réjouir non plus. Et donc on sentait qu'il y avait un changement à la fois plein d'espoir, mais plein d'enjeux en termes économiques et déjà environnementaux, vu que mes prédécesseurs tiraient déjà la sonnette d'alarme à l'époque. Merci pour cet échange qui était intéressant. Alors jeudi, ça grognait dans Bruxelles. Les agents communaux et le personnel des hôpitaux Iris sont moins bien payés que leurs homologues des autres régions, et ils sont allés se plaindre auprès de Rudy Vervoort. Reportage Jean-Christophe Lezès et Nicolas Kenartz. Ils sont une petite dizaine au départ de l'administration communale de Saint-Gilles à faire entendre leur voix. Aujourd'hui, les
travailleurs, ils sont dans la précarité alors qu'on travaille temps plein. Et ça ne va pas. C'est devant le cabinet du ministre-président qu'ils se sont donné rendez-vous. Travailleurs des communes, des CPAS et des hôpitaux publics. Au premier rang de leurs revendications, la disparition du niveau E, le plus mal payé dans ces administrations. C'est celui de Nathalie, technicienne de surface dans une crèche de Gansoren. Net, sans enfant, sans rien, moi j'ai 1 600 €. Donc très très bas. D'ailleurs, si je n'ai pas mon mari, je ne saurais pas m'en sortir toute seule. C'est impossible. Donc, Et ça fait combien de temps que vous travaillez ? 23 ans. Plus globalement, c'est une augmentation de 10% de tous les barèmes qu'ils réclament pour s'aligner sur ceux pratiqués dans les autres régions. Pour moi, c'est entre 30 et 40% de différence. Oui, certainement. Certainement. Donc voilà, c'est inadmissible. Je trouve que pour un petit pays pareil... Un peu plus loin, des infirmières des hôpitaux publics, à bout de souffle, qui exigent en plus une amélioration de leurs conditions de travail. On ne sait plus assurer des soins de qualité. On est obligé de courir, de faire tout vite, très vite. 2 heures plus tard, les responsables syndicaux sortent de leur réunion avec les ministres, sans avancée, faute de marge budgétaire. Nous sommes évidemment, en front commun, déçus, parce que nous espérions au moins un chiffre, peut-être symbolique, mais un chiffre. Il n'en faut pas plus pour attiser la colère des manifestants. On reste ici alors, et voilà, c'est tout, on reste ici. Une nouvelle réunion est prévue le 12 novembre. D'ici là, la grogne ne risque pas de s'apaiser. Alors Philippe de Rec, ça fait 1 an qu'ils attendent un geste du gouvernement bruxellois, il ne se passe rien. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et on se cache toujours derrière, oui, mais restrictions budgétaires, mais à un moment donné, en tant que gouvernement, je trouve qu'il faut faire de ses priorités. Et je trouve ici, ces gens, surtout les gens qui ont des salaires... de misère presque. Allez, la vie à Bruxelles est très chère. Le loyer à Bruxelles est très élevé. Et ces gens, ça fait quoi 10 ans qu'ils n'ont pas eu d'augmentation, pas d'indexation de leur salaire. En plus, il y a le charge de travail. Quand on entend les infirmières, et j'ai des infirmiers dans ma famille aussi, quand j'entends ces gens, mais c'est épouvantable pour eux, parce qu'ils ne savent pas faire leur travail, et pour les patients aussi. Donc, voilà, je trouve que là, le gouvernement doit vraiment faire un effort, non seulement salarial, mais aussi au niveau le nombre d'infirmiers, enfin augmenter le nombre d'infirmiers, d'infirmières au sein de nos hôpitaux. Alors, Séverine de Lavelay, qu'est-ce que le gouvernement et les communes, parce que ce n'est pas que le gouvernement bruxellois, il y a aussi les communes, peuvent faire? Et vous qui êtes dans beaucoup de majorités, Écolo est maintenant à la région et dans beaucoup de communes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'il n'y a pas de réponse pour l'instant. Non, il n'y a pas de réponse. Donc c'est très préoccupant parce que peut-être souligner que les métiers qui sont maintenant représentés dans la rue, ces travailleurs, ces travailleuses, c'est ceux qui prennent soin de nos enfants dans les écoles, c'est ceux qui prennent soin de nos enfants à 3h20 quand l'école est finie, oui, et qui font encore travailler. Peut faire? Alors effectivement, on voit la grogne et on ne peut que la comprendre. Hein. Maintenant, au niveau communal, il faut bien se rendre compte que les communes bruxelloises, c'est le cas aussi en Wallonie, mais à Bruxelles, c'est particulièrement vrai, sont exsangues. Alors, il ne faut pas juste dire on n'a pas les moyens, donc on ne peut rien faire, mais donc on doit se réadresser effectivement à l'État fédéral. L'État fédéral a désinvesti dans le soutien de ces métiers prioritaires, et donc il y a un moment où il va falloir aussi qu'on revoie comment les moyens sont affectés à tous les niveaux de pouvoir. Parce que les communes doivent pallier beaucoup au manquement de financements fédéraux, et donc ne sont plus capables de prendre en charge des changements, des différences de barème qui sont effectivement si on attend que le gouvernement fédéral change la clé de répartition... Alors ils vont attendre encore longtemps, oui, on est d'accord. Mais donc effectivement, il faut vraiment qu'au niveau bruxellois, M. Vervoort et son équipe, bien entendu, et les bourgmestres de la ville de la région Bruxelles, trouvent les moyens, parce que c'est juste plus possible. Et étant effectivement bruxelloise, je le vois tous les jours, les services qui ne sont pas rendus à la population, parce que ces personnes sont indignées, frustrées et en colère. Donc vous allez pousser votre collègue Alain Marron à agir. Donc nous poussons M. Alain Marron, bien entendu. Nous poussons nos bourgmestres à Bruxelles, bien entendu. Et on a leur service pour trouver des solutions. Alors Georges Dalmagne, je sais que vous êtes dans l'opposition à la région, mais dans les communes, il y a quelques communes où il y a des bourgmestres CDH, ou dans la majorité aussi. J'en connais une il y a deux sujets. Saint-Pierre, par exemple. Il y a deux sujets. Oui. Il y a la question de l'harmonisation des statuts entre le local, le régional et le fédéral. Et c'est un vrai problème. Moi, j'ai connu ça dans la fusion
vision de notre société d'habitation sociale a évolué avec Oderghem et Watermal-Boisfort. Chacun est venu avec des statuts différents. L'un, c'était un statut communal, l'autre, c'était régional, le troisième, c'était fédéral. Je crois qu'il faut maintenant définitivement, et je suis d'accord avec vous, dire il y a un principe, c'est que chacun est traité de la même manière, qu'il travaille au niveau communal, régional et fédéral. Et qu'on accepte ce principe-là. Et se donner un cap. Et se donner ce cap. Et ça, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui au niveau du gouvernement régional bruxellois, c'est que ce cap n'est pas donné. Donc il faut donner ce cap. Et c'est un principe qui est essentiel, qui est élémentaire, et on peut aller de l'avant. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut financer ce cap. Alors le financement de ce cap, là on est dans deux situations différentes. Au niveau des hôpitaux, c'est vrai que c'est une responsabilité du fédéral et donc il vient d'y avoir au niveau de la Chambre un consensus pour avancer enfin pour le financement des infirmières, mais on est loin du compte parce que... mais ça c'est pour les hôpitaux et pour les autres. Ce qui est les agents communaux. Les agents communaux, ça je pense qu'effectivement c'est une responsabilité de la région bruxelloise. C'est elle qui en quelque sorte a le statut qui est le plus favorable. C'est à cause de cela que les communes qui sont exemptes, je suis d'accord, sont obligées, doivent s'aligner. Eh bien je pense qu'effectivement la région bruxelloise doit compenser. Je crois que la région doit trouver le mécanisme qui permet assez rapidement, progressivement, mais assez rapidement, d'avoir un statut qui soit harmonisé. Oui, Séverine de Lavelay. N'oublions pas qu'on demande à la région de compenser sur beaucoup de choses. Ils compensent sur l'accueil des migrants, et ils le font, parce que l'argent ne vient pas d'en haut. Donc c'est vrai qu'il s'agit d'arbitrages qui sont excessivement difficiles, mais il est évident qu'il faut trouver une solution. Et sur le fait d'harmoniser les statuts, c'est une évidence. Et là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de difficulté politique. Tout le monde le sait, c'est sur le niveau du financement que ça bloque. Nicolas de Decker. Un double paradoxe par rapport au niveau de pouvoir dont on, ici souvent d'ailleurs sur cette antenne, et moi y compris, se gargarise de l'autonomie. Vous savez, sur les communes, on dit toujours, ben non, les Flamands veulent fusionner les communes bruxelloises, de quoi ils se mêlent, ça va bien, etc. Et ici, ben, elles ont en effet beaucoup de pouvoir pour réguler, engager des gens de différents statuts, et ben, en bout du compte, que voit-on? C'est qu'elles n'ont pas le droit de se gargariser de les avoir employés et du traitement qui est donné à leurs agents communaux. Et si on monte d'un étage encore, la région bruxelloise, on dit toujours ici, et on a raison, que c'est bien que la région bruxelloise prenne son destin en main, qu'elle s'affirme et qu'elle soit de plus en plus puissante et vindicative. Et ici, ce qu'on voit, c'est qu'aussi dans la fonction publique régionale bruxelloise, de manière générale, les statuts sont moins bons que dans les autres régions. Alors à un moment donné, c'est bien de se piquer de mots, mais il faut parfois trouver un moyen de mettre la main sur des moyens, justement. Et ce n'est pas ce que font ces deux niveaux de pouvoir. Alors, je voudrais qu'on parle quand même de deux autres sujets encore qui ont marqué la semaine. Il y a d'abord ce procès Rwanda, ce procès comment s'appelle-t-il encore, Fabrice Neretse, qui est poursuivi pour différentes affaires en rapport avec le génocide au Rwanda. Est-ce que... vous croyez, vous qui avez beaucoup suivi ces affaires internationales, Georges d'Allemagne, que ce procès peut être un procès exemplaire pour qu'on puisse encore bien comprendre ce qui s'est passé là-bas? C'est très important. Vous savez, moi j'étais en 94, on avait des équipes de Médecins sans frontières là-bas sur place. J'ai suivi ça d'heure en heure et j'ai vu l'apocalypse là-bas, parce qu'effectivement, à partir du moment où dans notre propre hôpital, on exigeait de notre personnel Hutu qu'il tue leurs collègues Tutsis sous peine de se voir eux-mêmes massacrés, y compris leurs familles, on voyait qu'on était dans une catastrophe et un génocide. J'étais un des premiers à utiliser ce mot-là parce que la communauté internationale ne souhaitait pas l'utiliser immédiatement. Et c'est très important de faire ce travail de mémoire et de justice par rapport à ces grands crimes de masse, parce que ce sont des crimes qui nous interpellent tous. Un crime de génocide, il est particulier en ce sens que c'est un crime qui est comme finalité de faire disparaître un groupe humain. Et c'est pour ça qu'il est imprescriptible et c'est pour ça qu'il nous concerne tous, parce que ce sont des crimes qui ne peuvent plus se passer, parce que chacun d'entre nous, à un moment donné, on pourrait être l'objet de ce type de crime. Donc c'est bien que ce procès... Et donc c'est important, comme au même titre qu'il est très important de reconnaître le génocide des Arméniens ou d'autres grands crimes comme cela. C'est très important dans une démocratie, dans une civilisation, de pouvoir pointer
du doigt ces questions-là. Je dirais aussi qu'il est important que les Rwandais aujourd'hui puissent se parler eux-mêmes de ces questions-là. C'est une société qui reste extrêmement fracturée, extrêmement divisée, et c'est un vrai problème au Rwanda. Et donc la question du dialogue inter-rwandais sur ces questions-là, à travers la justice notamment, mais pas que à travers la justice, c'est une question très importante. Et donc la Belgique peut être le facteur pour peut-être aider à ce dialogue. Séverine de Lavelay, un petit mot là-dessus, et après je vais parler de mobilité avec vous. Oui, un petit mot quand même, parce que la Belgique a dû faire un travail fin des années 90 de réflexion sur sa responsabilité aussi vis-à-vis du génocide rwandais. Et donc, au-delà de la question du procès qui est le 5e qui s'ouvre en Belgique sur les drames que ce génocide a pu engendrer, se pose la question de notre responsabilité, comment est-ce qu'on réfléchit à ça et comment est-ce qu'on peut rentrer dans une vraie démarche de décolonisation de nos politiques internationales, mais aussi de notre enseignement, de notre espace public, et nous rappeler que non seulement on n'est jamais à l'abri de catastrophes pareilles, mais qu'on doit encore en tirer les apprentissages et que nous avons notre responsabilité historique et politique par rapport à ce qui s'est passé et qu'on doit encore travailler de façon très approfondie sur ces questions. Alors, je vous disais, je voulais parler mobilité. On a quand même annoncé pendant la semaine là, que finalement la zone 30, elle démarrerait en 2021. Je vais me tourner vers Emmanuel Fouron parce que je sais qu'il ne supporte pas toutes ces histoires-là. Est-ce qu'il y aura vraiment une zone 30, vous y croyez, vous, Emmanuel Fouron ? Il faut que les rues de Bruxelles, ça arrête d'être Gotham City quand Batman n'est pas là, quoi. Non, mais quand vous allez au travail, quand vous allez vous promener, vous risquez votre vie. Et je n'exagère même pas. Enfin, moi, j'habite près du Parc Royal dans la zone du Pentagone, qui est déjà censé être 30 km/h. Qui, pendant les heures pleines, les heures de trafic, on est à 0 km/h parce que personne n'avance. Et on est à 80 km/h parce que les gens roulent comme des fous en soirée. Alors vous me direz, oui, monsieur Delay, je vous connais, vous allez me dire, oui, mais 80 km/h, 0 km/h, ça fait 40 km/h de moyenne. Je vous dirais que vous n'êtes pas marrant, parce que c'est vraiment... Moi qui n'ai rien dit. Et en plus, on rajoute à ça les vélos qui roulent sur les trottoirs, sur les passages cloutés, les trottinettes qui roulent comme des tarés. Enfin, on a créé un climat où il n'y a plus de bien-être à Bruxelles. Et donc, mobilité Bruxelles, pour l'instant, ça ne rime pas bien. Alors que parallèlement à ça, on a les transports en commun qui sont bien organisés, qui fonctionnent vraiment bien. En tout cas, beaucoup mieux que dans pas mal d'autres capitales européennes. Donc, il faut... Même en Flandre. Donc, il faut vraiment arranger les choses. Alors, je me réjouis de cette zone 30. D'abord, c'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour la mobilité. Et puis, elle a dit aussi qu'elle pénaliserait éventuellement les cyclistes et les trottinettes qui roulent comme des tarés. Tant mieux. Tant mieux. Pour ou contre, Salma? Non, c'est pas la... c'est une des solutions, mais non. Enfin, je veux dire, on peut pas dire que les transports en commun fonctionnent bien aujourd'hui. Il faut pas dire ça. Non, oui, c'est mieux qu'avant, mais ce n'est pas suffisant pour une ville comme Bruxelles. Enfin, Philippe de Rey, c'est bien. Je suis outré de l'égoïsme dans le trafic aujourd'hui, que ce soit il y a des cyclistes, des trottinettistes. Je suis trottinettiste moi-même, mais je me considère comme on était amis. Oui, écoutez, voilà. Bon, voilà, c'était la dernière émission pour nous ensemble, Jean-Jacques. Donc, et quoi, on doit plus se respecter, c'est ça? Tout à fait. Et Nicolas de Decker? On parle beaucoup de fédéralisme, de concertation, vous voyez, alors on se plaint, on se demande est-ce que la région bruxelloise va le faire ou pas toute seule en concertation avec les régions, etc. Si c'est concerté avec tout le monde, c'est plus du fédéralisme. Et je reviens à mon intervention précédente aussi, à un moment donné, quand on a la conviction qu'une décision est nécessaire et qu'elle doit se faire, mais il ne faut plus se préoccuper de ce que pensent les extérieurs. C'est valable pour la taxe kilométrique et c'est valable pour presque tous les sujets de mobilité de la région bruxelloise. Il y a un moment donné où il faut faire preuve d'utiliser sa souveraineté. Vous voyez, là, les 3/4 des experts sont d'accord. C'est une bonne nouvelle, Séverine de Lavelay. Oui, merci, c'est très facile d'intervenir après vos interventions. Donc effectivement, le gouvernement bruxellois est confronté à un enjeu majeur en termes de mobilité, et les enjeux de mobilité, c'est des enjeux de santé publique. On sait combien ça coûte en termes de vie humaine, mais en termes d'argent, du coup, les problèmes de santé liés à l'usage de la voiture à Bruxelles, c'est 500 000 voitures qui entrent dans Bruxelles chaque jour, c'est dantesque. Donc, bien entendu, il y a les enjeux de santé publique, il y a les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, et en gros, des enjeux au fait de qualité de vie, de convivialité. On ne peut plus vivre aujourd'hui à Bruxelles comme maintenant. Donc, les enjeux sont de développer un maximum encore les
les transports publics, parce que j'accepte en grande partie le commentaire de dire que ce n'est pas encore suffisant. Maintenant, il faut se souvenir que 50% des Bruxellois vivent sans voiture déjà, soit par contrainte, soit par choix. Donc c'est quand même largement faisable. Les projets sont en cours pour développer tant des systèmes de surface que le métro ou certains endroits des nouvelles trémies pour gagner en efficacité. Mais il faut aussi repenser l'espace public en diminuant l'accès à la voiture individuelle, en diminuant la vitesse. Il n'y a rien à faire. C'est vers ça qu'il faut aller. Et je suis très heureuse d'avoir un gouvernement bruxellois qui est volontariste et qui aura, j'espère, la force de ses ambitions. Zone 30 comme 30 secondes. Je laisse la parole sur la mobilité. Non, je crois que c'est vrai que c'est un changement de génération. Hein. Je vois de plus en plus de nos enfants utilisent les transports en commun, se débrouillent très bien sans la voiture. Et il y a vraiment un changement culturel qui s'opère à Bruxelles. Donc ce plan, c'est bien ? Oui, avec quand même, et je pense qu'il faut y être attentif, ça nécessite des aménagements des voiries, ça nécessite peut-être de garder quelques axes structurants qui permettent effectivement d'aller au-delà du 30 à l'heure sur certains boulevards. Donc je crois qu'il faut évidemment aller dans ce sens-là. Il faut aussi pouvoir le faire de manière à ce qu'il y ait une adhésion à ce plan et qu'il n'y ait pas un rejet de ce plan. C'est très important. Et donc voilà. Place à nos coups de cœur. Très rapidement, il nous reste très peu de temps. Nicolas, vous vouliez parler d'un match très important ce soir. 20h, RWDM Olympique de Charleroi. Vous savez tous que je suis un grand supporter de l'Olympique de Charleroi. Donc n'allez pas regarder la télévision, allez au stade et remplissez la tribune de l'Olympique de Charleroi. J'accepte de recevoir toutes vos bières. Et celui qui n'y va pas ne sera pas de mes amis. Vous vouliez parler d'un atelier le week-end prochain. Il y a 2 jours organisés par le L Magazine, qui sont le L Active Forum, donc qui guide. C'est une très chouette initiative que j'ai vue à Paris il y a quelques années déjà, où on donne plein d'ateliers, plein de formations pour développer sa carrière en tant que femme, parce que ça passe aussi par là, surtout par là, je pense, l'émancipation, c'est par le travail. Et j'y donne d'ailleurs 2 ateliers le vendredi après-midi. Emmanuel Foulon, vous, une expo dont on a déjà beaucoup parlé, mais vous voulez encore parler, d'Annie Magritte. Oui, tout à fait, parce qu'en plus c'est tout près de chez moi. Enfin, si vous avez regardé le début de l'émission, vous savez que le musée Magritte, c'est pas loin de chez moi. D'ailleurs, si vous avez une fête des voisins régionaux, on aime Magritte, le roi, la reine, les membres du gouvernement, enfin pas le gouvernement, mais ça viendra un jour. Bon, allez, bref, le musée Magritte, oui, en fait, c'est parce que ça va être les 10 ans du musée Magritte le 23 novembre et ce sera gratuit. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous venez de ma part, mais ce sera bien pour les petits comme pour les grands. Il y aura des visites comptées, il y aura des ateliers, il y aura évidemment tout ce que vous pouvez voir d'habitude, gratuit, sympa. Et puis c'est quand même 3 millions d'entrées par des touristes non belges, donc c'est un vrai symbole de la culture belge et la culture bruxelloise. Philippe Dorec, vous vouliez nous parler d'un Bruxellois qui a gagné un prix dont on n'a pas encore parlé dans cette émission. Eh bien, écoutez, c'est scandaleux. Donc je l'ai fait. C'est Obada Otabashi, c'est un Syrien qui a gagné hier soir le prix, un grand prix important européen. Pourquoi ? Parce que voilà, le gars, il est rentré dans notre pays il y a 3 ans. Il s'est lancé dans les affaires et aujourd'hui, il a une société c'est une ASBL, lui existe. Ils font des plats syriens et depuis la création de cette ASBL, il a déjà servi à manger à 200 événements. Et là, aujourd'hui, la demande de ces plats augmente sans cesse et il cherche un endroit pour s'y installer définitivement. Donc, c'est génial, voilà. Et on sait, en plus, la cuisine syrienne devient une cuisine qu'on mange facilement à Bruxelles et qui est très bonne d'ailleurs. Alors, peut-être rapidement, à vous deux, un petit conseil juste à faire ce week-end, ce long week-end. D'abord, il va faire super beau, donc il faut aller dans les bois et les forêts. Les lumières sont extraordinaires. Mais alors, j'ai été voir il y a quelques jours la collection d'estampes de Bruegel dans la bibliothèque royale. C'est juste extraordinaire. D'abord, c'est un local qui n'est pas visitable habituellement et donc c'est fabuleux. Ce sont des salons extraordinaires. Et ces estampes, elles ont 450 ans. Elles sont absolument délirantes. Elles sont fantasques. Elles décrivent des paysages extraordinaires. On a l'impression qu'elles ont été dessinées aujourd'hui. Et vous, Séverine Delavelay ? Moi, je vais casser l'ambiance pour finir l'émission. Il y a les commémorations du 11 novembre. Je ne suis pas très férue de ce genre de choses, mais c'est toujours le moment de réfléchir et notamment avec les jeunes générations, un moment où les haines et les divisions nourrissent les projets un peu partout dans le monde, et y compris en Europe, de réfléchir à ça veut dire quoi une société unie, inclusive, et quels sont les risques quand on prêche la haine. Merci à tous nos invités et les chroniqueurs. On se retrouve le week-end prochain. Au revoir. Merci.